Bienvenue à cette grande actualité, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous rejoindre. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition d'actualité. Focus sur la cellule de base qui n'est rien d'autre que la famille à l'honneur ce jeudi à l'occasion de la journée mondiale lui dédiée. Et le thème de cette année est placé sur le signe d'une famille actrice de développement à Kinshasa. Des familles ont du mal à répondre à cette exigence du millénaire au regard de leurs conditions sociales. Et puis la plupart des élèves finalistes de la 6e année des humanités étaient vêtus d'un nouvel uniforme pour la passation de dissertation. Première épreuve de l'examen d'été édition 2014. Si certains d'entre eux ont pu se défendre, c'était plutôt des déboires, heures de dur labeur pour certains, à suivre dans ce journal. Et puis il a été rattrapé dans sa tente qui lui servait jusqu'ici d'abri en Afrique du Sud. Joseph Mukungubila, auteur présumé des attaques du 30 décembre 2013, a été arrêté ce jeudi à 5 h du matin à Johannesburg. Confirmation faite par le porte-parole du gouvernement que vous suivrez dans ce journal. Merci à vous de nous rejoindre. Ce sont donc les services d'Interpol en collaboration avec la police sud-africaine qui ont mis la main sur le pasteur auteur présumé des attaques de la radio-télévision nationale congolaise et de 2 autres sites à l'intérieur du pays. Il a tout de suite été présenté devant le tribunal de Johannesburg pour une étude d'extradition. Je vous propose ici de suivre Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, qui confirme cette arrestation. Oui, c'est confirmé. Il a été arrêté aujourd'hui à 5 h du matin par la police sud-africaine et Interpol et présent devant le juge des extraditions sud-africain qui va donner la décision sous 48 heures. Oui, sur base du mandat d'arrêt qui a été émis, le mandat international émis par le gouvernement congolais. C'était donc au cours d'une émission diffusée en direct sur la chaîne nationale que les adeptes de Joseph Mukungubila faisaient interruption sur le plateau de la RTNC. On se souvient encore de leurs propos qu'ils tenaient, revendiquant ainsi la liberté du peuple congolais. Cette situation avait paralysé, il faudra le dire, certains coins de la capitale pendant quelques heures avant que les forces de l'ordre ne reprennent la situation. Retour sur cette fameuse journée du 30 décembre 2013 dans ce reportage. Un nom est cité comme étant celui qui serait à la base de ces attaques à Kinshasa et en province. Il s'agit de Joseph Mukungubila, pasteur de son État. Nom d'ailleurs que Lambert Mende a eu même du mal à prononcer au cours de son intervention. S'agissant d'une riposte que l'homme et ses troupes auraient menée face à une attaque des éléments loyalistes congolaises, le porte-parole répond. Les perquisitions entreprises à Lubumbashi et Kolwezi au domicile de personnes qui avaient été citées par les assaillants arrêtés à Kinshasa, ces perquisitions ont eu lieu après les arrestations opérées dans la capitale. Ces perquisitions n'ont donc pas pu être l'élément déclencheur du soi-disant mécontentement des adeptes qui se seraient résolus à se venger en s'en prenant à la RTNC, au QG de FRDC et à l'aéroport de Njili. Des bandes d'excités réfractaires à l'ordre public ont en effet tenté de faire obstruction à ces perquisitions, pourtant ordonnées conformément à la loi. Ils ont tiré et tué des officiels chargés de ce devoir. Force devait rester à la loi, d'autant plus que les tirs des récalcitrants constituaient en eux-mêmes la preuve de la consommation de l'infraction de détention illégale d'armes de guerre. Joseph Mukungubila revendiquerait entre autres son écartement aux concertations nationales. À ce sujet, Lambert Mende répond d'ailleurs avec beaucoup d'ironie. Pour le ministre de la Communication et des Médias, ce gourou prétendrait ramener le peuple congolais à l'époque révolue des guerres saintes en exploitant la crédulité des enfants des autres, à l'exception des leurs propres. Et changeant de registre pour parler cette fois-ci éducation, ils sont près de 600 000 élèves finalistes du secondaire qui ont passé ce jeudi l'épreuve de dissertation sur toute l'étendue de la République. Une épreuve passée en hors-session qui intervient avant la session proprement dite prévue au mois de juin prochain. Et les autorités du secteur de l'éducation ont fait le tour de certains centres de passation de cette épreuve dans la capitale. Le but étant de s'enquérir du bon déroulement de ce test. La vice-ministre de l'EPSP, Maggie Rwakabuna, était porteuse d'un message d'encouragement aux élèves finalistes, notant que le taux de croissance pour cette année est de 12%. Et toujours à ce sujet, c'est donc la toute première épreuve où les finalistes ont été soumis à un test de réflexion. Si certains ont pu défendre valablement, d'autres par contre ont peiné pour arriver à défendre les enseignements reçus tout au long de leur cursus scolaire.
Les finalistes des humanités ont passé ce jeudi la dissertation, épreuve qui ouvre les hors-sessions en prélude à l'étape de 4 jours prévue en juin prochain. Comment se prêter à l'épreuve en connaissance de cause? Les élèves sont explicites. La dissertation comporte 3 étapes. La première étape, c'est l'introduction. La deuxième étape, c'est le corps. Et la troisième étape, c'est la conclusion. J'ai essayé de faire un constat général sur le travail. J'ai essayé aussi de donner ses avantages ainsi que ses inconvénients. On fait ça d'une manière là. La dissertation, c'est un sujet donné, envie de développer pour faire comprendre à la personne qui pourra lire clairement. Il y a l'introduction, le développement et la conclusion. À la sortie du centre de l'EDAP, ils ont fait la restitution, une auto-évaluation au préalable. Si tu veux atteindre ton objectif, il ne faut pas vraiment se mettre à écouter le langage de mon cœur. D'abord, ce que les gens disent de toi, et ce que les gens veulent que toi tu fasses pour toi. D'abord, il faut faire ce que toi tu veux faire pour atteindre ton objectif. Je l'ai bien abordé, c'était juste une façon de comprendre, d'essayer de décortiquer quelques mots qui semblent un peu difficiles, de bien le comprendre et d'aborder afin de faire comprendre le lecteur par de mots faciles, pas trop compliqués, parce que j'essaye de faire comprendre et non de compliquer les choses. À noter que la dissertation vaut 6% sur l'ensemble d'examens d'État. Processus électoral, la maison des élections était très mouvementée, il faudra le dire, ce jeudi dans l'avant-midi avec l'arrivée du parti politique Alliance des Patriotes Lumumbiste, venu traduire son acte patriotique pour les scrutins apaisés. L'APL a apposé sa signature sur le code de bonne conduite, devenant ainsi le 284e membre à poser cet acte. Reportage. L'Alliance des Patriotes Lumumbiste s'inscrit dans le processus électoral pour des scrutins apaisés. Ceci se justifie par sa présence à la maison des élections ce jeudi pour la signature du code de bonne conduite, ce qui ramène à 284 le nombre des partis signataires. Nous sommes pour la passation démocratique du pouvoir. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes venus signer le code de bonne conduite et que nos représentants seront actifs au comité de liaison. Nous ferons de notre mieux pour vous aider à faire votre travail. Nous nous aiderons de cette façon-là. Un acte salué par la Commission électorale nationale indépendante qui renouvelle sa détermination à crédibiliser la vérité des urnes et défendre l'intégrité électorale. Demain, les mandataires qui vont signer le protocole d'accord seront avec nous au Palais du Peuple. Aussi, au début de la semaine, nous devons être ensemble puisqu'il y aura une journée porte ouverte de la CENI. Là, nous allons parler de tous les processus et sans tabou. À ceci s'est ajoutée l'accréditation de 2 mandataires de l'APL à la CENI chargée des suivis des activités électorales au sein du parti. Je voulais annoncer à l'ouverture de cette édition d'actualité, le monde entier commémore ce jeudi la journée mondiale de la famille. Une journée qui amène la famille à une réflexion sur son rôle majeur en tant qu'acteur de développement pour toute une nation. Et à Kinshasa, certains responsables de famille se posent d'ailleurs la question de comment faire pour y arriver. Reportage. Le père, la mère et les enfants constituent la famille qui demeure la cellule de base de la société. C'est le lieu où tout enfant reçoit les premiers enseignements et principes de la vie qui forgent par la suite son devenir. La stabilité de famille est un facteur déterminant de développement de toute une nation. Ce qui explique à juste titre le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la famille. Les familles comptent pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. À Kinshasa, c'est plutôt la survie qui bat son plein, comme dans cette famille. Les pères en bon chef de famille, c'est 400 000 morceaux pour amener le pain au quotidien. Le jour où la chance n'est pas de leur côté, la famille grince les dents. En ce jour, je suis à la maison comme tu me vois. Mon travail, je suis intendant, je passe ma journée dans des entraînements de football. Concernant le manger, pas de problème. Ma tembele, ma dessous, c'est ce que je mange. On avait un salaire avant, mais depuis la dislocation de l'équipe, on éprouve des sérieux problèmes.
Les OMD ne seront possibles avec de ventre creux. Les familles ont une tâche capitale dans ce rendez-vous du millénaire. Une responsabilité qu'elles ne pourront matérialiser sans une bonne planification et des prévisions conséquentes. Et au chapitre économie, la RDC a énormément attiré des leçons de l'économie européenne. Du moins, c'est ce que pense l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il a fait savoir au cours d'une conférence débat organisée par cette représentation en RDC en collaboration avec l'ambassade de Grèce. Des experts en économie venus spécialement de la Grèce ont également pris part à cette rencontre. Crise économique, le défi du social, menace aux chances. Voilà les deux sujets qui ont fait l'objet de cette conférence débat entre des experts en économie, professeurs d'université venus spécialement de la Grèce et des étudiants congolais. Une rencontre organisée par l'ambassade grecque et celle de l'Union européenne et qui s'inscrit dans le cadre de la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne qu'assume la République hellénique. Nous avons pensé avec mon collègue de l'Union européenne, nous avons choisi les sujets pour une conférence en République démocratique du Congo, la crise économique et la dimension sociale et la migration. Je crois que ce sont deux sujets qui sont intéressants pour le Congo et pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que le Congo est en crise permanente. Pour le professeur Alexandra Tragaki, l'émigration des Africains vers l'Europe ne serait pas un mal, mais cela devrait se faire de manière régulière et légale, estime-t-elle. En tant que démographe économique, je veux mettre l'accent sur les structures de la population entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est ça le vapeur de flux migratoires dans les années qui viennent. Et en plus, j'essaie aussi de mettre le cadre de la politique européenne qui vise de laisser les gens entrer sous certaines contraintes afin de préserver la sécurité. La RDC devrait énormément s'inspirer de l'économie européenne, à en croire l'ambassadeur de l'Union européenne, car selon lui, l'économie congolaise devrait être bien plus productive que monétaire. Et puis ECO des provinces financer le projet de la construction de la centrale solaire de la ville de Kananga et participer également à la consolidation de la province. C'est donc là ce qui était au centre des entretiens entre le gouverneur de la province et le directeur exécutif de la BIC lors d'une audience lui accordée par le chef de l'exécutif provincial. C'est le directeur exécutif de la Banque internationale de crédit BIC qui est reçu en audience par le gouverneur Alex Kandé. Cette firme bancaire est en partenariat avec le Kasaï occidental en vue d'appuyer la réalisation de plusieurs projets. À l'initiative du gouverneur Kandé, la BIC finance la construction de la centrale solaire dans la ville de Kananga dans un compte de prêt à la province. Le directeur exécutif Hakim Madel s'est dit content de l'esprit managériel dont fait montre le gouverneur Alex Kandé. Nous sommes au Kasaï occidental pour pouvoir apporter le meilleur soutien possible au plan de développement économique de la province. Je confirme ça de force. Beaucoup de projets que le gouvernement veut faire et qui va jusqu'à des centaines de millions de dollars sont en phase, en différentes phases. La Banque internationale de crédit a donc réaffirmé sa volonté d'aider à la reconstruction du Kasaï occidental. Thabo Tamberi Cheka fait parler de lui à Walikale. La société civile s'inquiète de l'attitude d'ailleurs de ce chef rebelle qui, après avoir rencontré le gouvernement provincial dans le fief de Bouyampori, pose une nouvelle condition pour déposer les armes, en l'occurrence l'annulation pure et simple de son mandat national d'arrêt. Plus de détails dans cette correspondance de notre permanent de la région, Patrick Sialoua. Pendant que plus d'un habitant du territoire de Walikale espérait à la paix après la rencontre le 26 avril dernier entre le gouverneur Julien Paluku Kaongia et le chef rebelle Thabo Tamberi Cheka, ce dernier sort sa nouvelle facette. Selon nos sources contactées ce mercredi à Walikale, Cheka aurait réuni la semaine dernière son état-major général et donnerait comme préalable pour quitter la brousse l'annulation pure et simple de son mandat d'arrêt national. Messie Apollinaire Mibeko est deuxième vice-président de la société civile de Walikale. Il s'est dit inquiet de l'affaire par rapport au mandat d'arrêt qui serait sur sa charge. C'est pourquoi il disait que non, si le gouvernement peut lui donner des garanties qu'il n'y aura pas de ce mandat d'arrêt là,
il serait prêt à déposer les armes et se rendre sur les rangs des FARDC. Il reste sceptique. Nous, à notre niveau, nous lui avons aussi proposé la meilleure solution est de déposer les armes. Alors lui dit que non, lui vraiment il est prêt, mais sauf que le gouvernement doit aussi tenir et répondre à ces préalables-là. Le gouverneur Julien Paluku, après sa rencontre avec ce chef rebelle Thabo Ntaberi Tcheka, avait déclaré ce qui suit. Le message du gouvernement est clair. Tcheka et ses hommes doivent déposer sans condition les armes pour que Walikale retrouve la paix et que nous commencions à y poser quelques actions de développement. À l'heure qu'il est, il n'est plus question d'examiner les cahiers de charges des groupes armés. Le gouvernement a pris l'option militaire de devoir traquer tous ceux qui sont réfractaires au processus d'intégration ou au processus de démobilisation. Mais maintenant qu'il y a des gens qui commencent à poser des conditions, eh bien la réponse sera claire. Cette situation inquiète la société civile de Walikale qui demande au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre, question d'éradiquer le phénomène Tcheka qui freine tout développement dans cette partie du Nord Kivu. Rendons-nous à présent en province orientale avec l'exploitation illégale du bois dénoncée par les chefs coutumiers de Mombasa qui dénoncent d'ailleurs cet acte avec la complicité des agents des services de l'environnement en Ituri. Ces derniers accusent plutôt les autorités locales du territoire. Cette exploitation illicite des bois à grande échelle est signalée dans les chefferies de la Babombi et de Mambasa. Le chef de Babi la Babombi a dénoncé ces faits plusieurs fois depuis septembre de l'année passée. Personne n'a pu l'écouter. Gilles Assounia parle déjà d'une importante quantité de bois sciés qui quitte son terroir, destination le Nord Kivu, puis traverse la frontière congolaise vers l'Ouganda. Gilles Assounia parle ici en Swahili. La majorité réside dans le Nord Kivu et même ma population a de plus en plus peur, étant donné qu'ils exploitent et acheminent le bois au Nord Kivu sous haute escorte de militaires royalistes venus du Nord Kivu. Ils sont lourdement armés. Les autorités hiérarchiques sont déjà saisies. Nous attendons leur réponse. Toutes ces informations sont aussi vérifiées par le député national Abdallah Penembaka, élu de ces territoires. Il affirme pour sa part que le désordre est orchestré par le service de l'environnement. Cette histoire d'exploitation illégale ou illicite des bois, c'est un cercle vicieux. Et le cercle trouve toujours son origine au sein. Donc, auprès des responsables des services de l'environnement. Ce sont les premiers responsables de tout ce qui arrive là-bas. Pointé du doigt, le service de l'environnement dit avoir diligenté plusieurs enquêtes, mais des illicites s'arrangent pour quitter la forêt à l'arrivée de ces enquêteurs. Ils sont protégés par les autorités locales, soupçonne ingénieur Victor Upoki. Dans un service comme le nôtre, il ne peut pas manquer de dérapage. Nous sommes en train de contrôler les agents et nous allons les sanctionner. Mais il n'y a pas que les agents, il y a aussi des autorités locales et il faut leur couverture quand nous venons sur terrain. C'est eux qui sont les premiers à faire sortir ces gens de la forêt. L'actualité du jour, c'est également à lire à travers les lignes dans afrique.com. Nigeria, 4 soldats tués par Boko Haram a de nouveau frappé. 4 soldats nigérians ont été donc tués ce mercredi, fait savoir le journal par des membres du groupe terroriste. Ce drame est une nouvelle preuve de l'inefficacité de l'armée nigériane face au groupe terroriste, estime le journal. Les 4 soldats ont été abattus au cours d'une embuscade nocturne organisée par la nébuleuse près de la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, indique un communiqué du quartier général de la Défense. Et selon le communiqué, une fusillade s'est produite et plusieurs insurgés ont péri au cours de cet incident. Des soldats ont ensuite tiré des coups de feu en l'air en signe de mécontentement à l'égard de leur hiérarchie qui les avait contraints à rentrer de nuit en traversant une zone où opèrent les militants de la secte islamiste, a confié un soldat à notre confrère de Reuters. Et en page sportive, sachez que le match V-Club de Kinshasa contre le Zamalek au Caire aura bel et bien lieu le dimanche prochain au stade Tata Raphaël et seulement 5000 supporters seront autorisés à accéder au stade, une décision de la Confédération africaine de football suite aux événements malheureux qui ont eu lieu le dimanche dernier, dont 15 personnes avaient perdu la vie et le numéro 1 de la police a tenu une réunion avec les responsables de la FECOFA. Il faut redonner la discipline lors des prochaines rencontres sportives. Déclaration du commissaire général de la police nationale congolaise au cours de l'audience accordée aux membres de la Fédération congolaise de football association. La décision fait suite aux incidents survenus le dimanche dernier à la sortie du stade Père Raphaël qui a fait 15 morts et plus de 20 blessés.
Il y a le match qui va se jouer ce dimanche entre Veclod et Zamalek. Il était tout à fait indiqué que le commissaire général puisse nous inviter pour qu'ensemble nous puissions analyser, examiner les dispositifs adéquats nécessaires pour permettre à ce que les matchs se passent dans de bonnes conditions conformément aux instructions reçues du commandant suprême des forces armées. Pour prévenir le bon déroulement du prochain match, les autorités de la police et celles de la FECOFA ont fait l'état des lieux du stade Tata Raphaël. Il existe des méthodes au sein de la police pour pouvoir gérer et rétablir l'ordre public au cas où il est trouvé. Et pour les cas d'espèce, de dimanche, l'ordre était véritablement trouvé. Pour preuve, le match a été interrompu plus d'une fois. Ce n'est nullement l'intention de la police de traquer ou de faire du mal à un club quelconque ou à Vita Club. C'était dans le cadre de vouloir rétablir l'ordre public qui était trouvé. C'est une façon pour la police nationale congolaise, pointée du doigt dans la crise du match Mazembe-Vita Club, de prévenir l'éventuel incident pour une sécurisation conséquente. Et nous allons donc nous séparer avec ces 120 agents de la société de télécommunications Tigo qui vient de recevoir des diplômes qui sanctionnent ainsi donc la formation reçue pendant un mois sur des techniques d'entrepreneuriat. Cette formation reçue leur permet désormais d'être plus autonomes. C'est dans la salle de spectacle du collège Boboto que 120 agents de la société de télécommunications Tigo ont reçu leur diplôme à l'issue d'une formation acquise à Tigo Sal School. Ce renforcement de capacité a permis aux lauréats d'améliorer leurs connaissances en professionnalisation des ventes, gestion business et finances, ceci dans le but de rendre plus efficace la force de vente de cette société de télécommunications. On a sélectionné les hommes par rapport à leur performance, donc sur le plan de vente, et les femmes et messieurs que vous venez de voir dans cette salle qui ont reçu leur certificat aujourd'hui sont parmi les meilleurs vendeurs de Tigo. Nous avons un programme très efficace pour notre force de vente, notre équipe qui est en contact avec nos abonnés. Et pour mieux permettre à ce que ces équipes puissent travailler, nous leur donnons une formation pour permettre à ceux qui fassent le management de leur business afin de permettre à ceux qui puissent croître dans leurs activités et permettre à ce que Tigo puisse croître aussi en RDC de manière globale. Âgés de 18 à 28 ans, ces agents ont durant un mois été outillés sur des techniques qui leur permettront désormais de s'autonomiser pour une meilleure prise en charge. Les bénéficiaires promettent de rendre valablement la machine. À l'issue de cette formation, j'ai acquis beaucoup de connaissances. J'ai appris comment gérer mon argent ainsi que mon stock de SIM, comment gérer mes biens et même diminuer mes dépenses. Par exemple, si j'ai dépensé 100 ou 200 $ par mois, on m'a appris comment bien gérer mes dépenses afin de s'en sortir. Auparavant, je ne savais pas comment gérer mes stocks, comment gérer les finances, mais grâce à la formation, je sais comment gérer mes stocks. Je suis maintenant capable de tout faire. Je vais comment maîtriser la force de vente. À travers cette formation, Tigo tient une fois de plus à réaffirmer son engagement aux côtés du gouvernement congolais dans le secteur de recherche et de création d'emplois, particulièrement au sein de la jeunesse. Fin de cette édition d'actualité, je vous retrouve demain avec le même plaisir.